Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation en ces jours d'élection afin de discuter sur l'autre sujet d'actualité, le Brexit. Je me présente, mon nom est Margarita Mota, je suis directrice de l'équipe de développement des marchés et commissaire à l'exportation chez Québec International et j'aurai le plaisir d'agir à titre de maître de cérémonie ce midi. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter les membres de notre table d'honneur. Madame Yana Dreyer, fondatrice et rédactrice en chef de Bordelex. Monsieur Pierre-Gabriel Côté, délégué général du Québec à Londres. Monsieur Pierre Guimont, ex-ambassadeur du Canada et diplomate en résidence à l'Université Laval. Monsieur Patrice Bachan, directeur aux engagements internationaux et aux partenariats au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Monsieur Pierre Delaurier, président d'InfoDef. Madame Marine Détrasse, directrice affaires gouvernementales internationales et enjeux économiques à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Monsieur Carl Viel, président directeur général de Québec International. Et Monsieur David Blair, consul honoraire de la Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs, la table d'honneur. Conscient de l'ampleur du Royaume-Uni comme marché d'exportation et investisseur, tant pour le Québec que pour le Canada, Québec International est le centre d'études multidisciplinaires en commerce et investissements internationaux, CEPSI, de l'École supérieure des études internationales de l'Université Laval. On unit leurs forces afin d'organiser cette activité et rassembler les gens d'affaires et les représentants gouvernementaux afin de faire le point sur les post-Brexit et la façon de s'ajuster à la nouvelle donne commerciale. Cette activité sera également l'occasion d'écouter l'une des grandes expertes européennes du Brexit, Madame Yana Dreyer, fondatrice et rédactrice en chef de Bordelex. Elle discutera des enjeux commerciaux et économiques du Brexit et ses répercussions, non seulement pour le Royaume-Uni et l'Europe, mais pour l'ensemble de l'ordre commercial mondial. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension du nouvel environnement politique général au sein duquel vont évoluer notre commerce et notre économie. La conférence sera précédée d'un panel d'experts qui se prononceront sur l'impact du Brexit pour le Québec et le Canada. Maintenant, je voudrais inviter M. Carl Viel, président directeur général du Québec International, à vous prononcer les mots de bienvenue. M. Viel. Merci beaucoup, Margarita. Écoutez, j'ai souvent le rôle facile parce qu'on a des gens qui travaillent, comme on dit souvent chez nous, les petits canards qui travaillent en dessous et qu'on ne voit pas les petites pattes qui avancent, mais qui font en sorte qu'on est capable de faire des activités. Il y a déjà un peu plus de 10 ans que je suis revenu à Québec et puis que j'ai accepté de prendre le poste de PDG de Québec International. Et une des choses sur lesquelles on voulait travailler et bâtir, c'était justement de permettre aux entreprises, aux gens de la communauté de Québec d'apprendre sur les enjeux internationaux qui ont un impact pour vous, soit dans vos entreprises, même aussi au niveau du gouvernement, de pouvoir voir les différents grands enjeux qui touchent notre économie, qui ont un impact sur les décisions des entreprises, sur les décisions d'affaires et aussi qui peuvent aussi avoir un impact sur vos décisions futures et d'avoir aujourd'hui l'opportunité d'avoir, entre autres, des gens qui se sont déplacés de Londres. Donc, merci à M. Côté et à Mme Dreyer de s'être déplacés ici pour pouvoir vous entretenir. Merci à Pierre d'avoir accepté, d'avoir aussi l'œil et la vision d'un entrepreneur qui est sur le marché, qui travaille, de voir aussi l'impact que ça a pour lui et son entreprise et de pouvoir partager cette expérience-là tant ce midi. Et un autre élément aussi qui est souvent peu connu, méconnu, du travail que nous faisons
c'est, oui, on sait qu'on fait de la mise en relation, mais souvent, c'est les gens qui nous appellent et qui nous disent, bien, on est en train de regarder pour aller en Angleterre. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec un dirigeant d'entreprise qui est déjà présent sur le marché et qu'on puisse avoir cette conversation-là, excusez le terme, en one-on-one et de pouvoir justement échanger et de pouvoir apprendre des autres. Et je dois vous dire qu'en 10 ans, c'est très rare que j'ai vu une personne qui m'a dit non. Les gens sont toujours disponibles de donner de leur temps, de partager avec les autres ce qu'ils vivent sur le terrain, de voir comment globalement on peut aider non seulement son prochain, mais aider les autres à pouvoir continuer à grandir. Et lors de des dîners comme ceux-là, c'est de rencontrer des collègues et d'autres personnes avec lesquelles vous avez aussi la chance de pouvoir échanger. Et M. Côté pourra sûrement vous en parler un peu plus tard, mais du rôle que la délégation peut faire aussi pour accompagner nos entreprises qui veulent aller justement sur le marché, qu'il soit le Royaume-Uni ou de d'autres pays. En autre élément important, on va aussi rendre cette semaine public notre nouvelle planification stratégique, mais un des volets sur lequel, ou deux des volets sur lesquels on va discuter et qu'on va partager avec la communauté sans faire de grands secrets d'État. Il y a le volet de l'exportation qui demeure une priorité importante pour nos entreprises. L'autre volet, c'est le rayonnement. Et on peut essayer de faire rayonner notre ville, notre province, notre pays par nous-mêmes, mais c'est important lorsqu'on le fait avec des partenaires. Donc, je vais remercier globalement, je veux dire, l'Université Laval, qui, encore une fois, est présente avec nous pour faire des activités comme celle-ci, de rendre cette information-là auprès de vous et de vous assurer qu'on peut partager et qu'on devient plus compétent dans nos connaissances sur différents marchés. Donc, merci à l'Université Laval, au Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissements internationaux, l'École supérieure d'études internationales, l'Université Laval, avec laquelle on fait différentes activités et puis on va continuer à en faire dans les années à venir. Peut-être un dernier point aussi avant de vous laisser, étant un gars qui a un background, encore un bel anglicisme, en vente et marketing, bien, je tiens à vous rappeler que chez Québec International, en étant l'ORPEX pour la région de la Capitale-Nationale, on est là pour vous aider à travailler sur vos exportations, vos nouveaux marchés avec notre équipe, l'équipe d'Export Québec, l'équipe des délégations, le gouvernement canadien aussi. Mais l'année dernière, c'est plus de 400 heures d'accompagnement individuel qu'on a fait avec des entreprises. C'est 21 programmes d'accompagnement, de perfectionnement. On vient de faire, il y a 2 semaines, un nouveau programme PAC avec une quinzaine, 18 nouveaux exportateurs. Donc, d'autres nouvelles entreprises qui veulent aller sur d'autres marchés internationaux. Et c'est un grand succès. Et on va reprendre ce programme-là l'année prochaine aussi. Donc, soyez à l'affût des programmes qu'on fait. On a des beaux programmes et je vois qu'on a plusieurs personnes de la gente féminine et on a aussi des programmes spécifiques pour aider les femmes à l'exportation, aussi à conquérir. Il y a des programmes, il y a différentes entreprises qui ont mis en place des programmes spécifiques pour aider les chefs d'entreprise féminins à pouvoir justement commercialiser et vendre leurs produits auprès de grands groupes. Donc, venez nous voir. On pourra partager ça avec vous. Bon appétit. Et comme je dis, vous n'êtes pas ici pour m'entendre, alors je me tais. Merci. Maintenant, je voudrais inviter M. Pierre Guimont de l'École supérieure des études internationales de l'Université Laval qui va vous présenter les conférenciers du panel. Ancien ambassadeur du Canada en Hongrie, en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine, Pierre Guimont était jusqu'à son affectation à l'École supérieure en études internationales où il est présentement diplomate en résidence et chargé de cours, ministre, conseiller et chef du service politique étrangère de l'ambassade du Canada à Paris. Il a commencé sa carrière en 1979 au ministère des Affaires intergouvernementales du Québec. Je m'excuse, ça trahit peut-être votre âge, je suis désolée. Puis a joint le service extérieur canadien en 1987. Il a servi à Prague, Bonn et Vienne à l'administration centrale d'Affaires mondiales Canada. Il a œuvré dans la direction de l'analyse politique et stratégique et à celle des relations entre l'Union soviétique et l'Europe centrale et de l'Est. Il a été directeur adjoint dans la direction de l'Union européenne ainsi qu'adjoint ministériel principal du ministre des Affaires étrangères Bill Graham.
Successivement directeur de l'Union européenne, de l'Europe de l'Est et des Balkans et de la planification des politiques, M. Guimond a aussi exercé les fonctions de conseiller au secrétariat de la politique étrangère et de la défense du bureau du Conseil privé. Il est membre du comité consultatif externe de l'Institut canadien du service extérieur. M. Guimond, s'il vous plaît. Bon, alors on va faire plus vite avec les autres biographies, si vous me le permettez. Alors effectivement, bienvenue à cette très belle activité. L'autre exercice démocratique, effectivement, qui est d'importance dans le monde aujourd'hui. Je pense que ceux qui ont suivi les développements ce matin à la Chambre des communes à Londres trouveront que nos élections ici sont un peu moroses. Et on verra les résultats demain. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'actions qui se passent à Londres. Alors, on va essayer de parler de ça un petit peu, mais surtout des conséquences de cet exercice assez unique dans l'histoire des démocraties occidentales. Donc, je vais vous présenter nos deux panélistes. D'abord, Pierre Deslauriers, qui est président et chef de la direction de Infodev et qui a exercé dans cette capacité-là depuis 1993. Il était auparavant président de DES Corp. Alors, donc, je vois que dans le privé, on fait aussi dans les acronymes. Je pensais que c'était qu'un problème du gouvernement. Donc, voilà, la majeure partie de sa carrière professionnelle, il a été formé à MIT, au Sloan School of Management, et il a suivi le programme EDP, Entrepreneurship Development Program, en 2010, mais a d'abord fait un baccalauréat en génie électrique de l'Université Laval. M. Pierre-Gabriel Côté est le nouveau délégué général du Québec à Londres, donc depuis le 27 juillet 2019, titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique cette fois-ci. Il a également suivi une formation à l'Institut des administrateurs de société de l'Université McGill. Il a été administrateur de société et consultant en gestion depuis 2012 jusqu'à sa nomination récente. Auparavant, il était président et chef de la direction des sucres Lantic de 2001 à 2005, président de Bombardier Aéronautique, division jet d'affaires de 2006 à 2008, et président chef de la direction de Fibrec de 2008 à 2012. En 2014, il a été nommé président directeur général d'Investissement Québec. Il siège également sur un certain nombre de conseils d'administration, incluant, je vais mentionner, la Fondation Michel Sarrazin. Et ceux qui ont eu le plaisir de lui serrer la main ce matin sauront qu'il fait des triathlons et donc il a une main de fer. Donc, je les invite à venir se joindre à moi sur l'estrade pour notre dialogue. Voilà, alors on a demandé à nos deux experts, tant du milieu gouvernemental, mais auparavant privé, que du domaine privé, de venir vous faire quelques commentaires d'abord sur leur perspective dans la situation en Grande-Bretagne aujourd'hui, ou enfin dans les semaines dernières, et de nous projeter un peu dans l'avenir en voyant un peu nous partager leur boule de cristal envers ce qui pourrait se produire dans un avenir relativement rapproché. Le quotidien, le Parisien, titrait ce week-end « Le Brexit en plein brouillard ». Alors, on va essayer de mettre un peu de soleil là-dedans. Évidemment, vous aurez vu pendant le week-end des séries d'exercices démocratiques, comme je disais, assez uniques dans l'histoire des démocraties occidentales, avec résolution de Parlement après résolution de Parlement et décision gouvernementale. La question du Brexit a surtout animé les experts, justement, en politique, en constitution, en aspects légaux, mais un peu moins, voit-on, des commentaires d'experts, sauf dans les derniers jours. Je pense qu'il y avait un article de la presse canadienne qui citait quelques experts sur les conséquences économiques et commerciales de cette situation en Grande-Bretagne. Alors donc, on a voulu, entre le CEPSI et Québec international, plutôt développer cet aspect-là. Donc, je vais tout de suite demander à nos deux conférenciers de commencer en nous faisant un petit propos liminaire. Et pour les provoquer, je voulais utiliser comme une expression qu'on pourrait utiliser à Londres aussi, « Why should we care ?»
à propos de cette situation en Grande-Bretagne. Donc, par exemple, M. Côté pourrait nous parler du marché britannique, donc du niveau de pénétration du marché britannique par les entreprises québécoises. Et M. Deslauriers, peut-être, pourrait justement voir comme praticien, nous présenter quels sont les avantages et peut-être les inconvénients du marché britannique à présent et ce qu'il pourrait déjà entrevoir pour l'avenir dans le cadre d'une situation post-Brexit. Alors, M. Côté. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ma courbe d'apprentissage a été très, très abrupte depuis mon arrivée à Londres, je dois dire, avec la situation qui prévaut là-bas. Mais pour aller directement au cœur du sujet, lorsqu'on parle d'impact potentiel sur le Québec, c'est définitivement au niveau commercial. Il y a 1,2 milliard d'échanges d'exportation du Québec vers l'Angleterre, le Royaume-Uni par année. Grosso modo, dans les 2 dernières années, ça se maintient. Il y a à travers ça, bien entendu, des opportunités, mais en même temps, je vous dirais des risques. Et le risque le plus important, puis on pourra élaborer sur tous les scénarios possibles, là, bien entendu, d'un Brexit dur, c'est qu'au lendemain d'un Brexit dur, le 1er novembre, finalement, où il n'y aurait pas d'entente, toutes les importations britanniques vont faire l'objet d'un tarif à peu près réduit à néant pour tous les pays de l'OMC. Donc, ce qu'on a comme avantage actuel pour avoir accès au marché à travers la AECG, ben, disparaît et toutes nos importations deviennent en compétition avec le reste des pays du monde. S'il y a un élément qui pourrait nous empêcher à dormir la nuit, dans tout le contexte qui nous occupe, ce serait celui-là. Mais encore faut-il être capable d'anticiper et même de faire des modèles pour le prévoir. Et comme la situation qui prévaut au Parlement, à Westminster et pour le reste, c'est à peu près impossible de le prédire non plus. Il y a des grandes catégories d'importation qui pourraient être à risque, là, en agriculture surtout, des pièces de voitures, des pièces machinées. Mais celui dont il ne faut pas se soucier, c'est l'aéronautique, parce que vous savez qu'avec surtout l'Irlande du Nord et d'autres secteurs comme en Pays de Galles, des sous-assemblages aéronautiques parviennent beaucoup en Angleterre. Et ça, ça fait déjà l'objet d'une entente qui, elle, ne sera pas remise en question pour les aéronefs civils. Et dans tout ça, c'est très complexe. La délégation, elle, est là pour aider les gens. On est en constant contact avec le Haut Commissariat qui a mis en place une cellule d'information pour les gens. Donc, on est là pour les aider, pour aider nos gens qui auraient des questions. Et ça fait plus de 50 ans que la délégation est à Londres. Elle a, avec le reste de l'histoire avec les Britanniques, un dossier ami avec les Britanniques. Il n'y a pas plus britannique qu'un Québécois qui mange ses œufs et son bacon à tous les matins. Sachez que c'est le déjeuner préféré des Britanniques aussi. Et on est traités comme des amis. Et tout ça, je pense, va perdurer. Donc, malgré la complexité, les avenants et aboutissants de tout ce dossier-là, on est confiant de voir la lumière au niveau commercial, mais je pense que là où il y a besoin de plus de lumière actuellement, c'est au Parlement. Parce que il n'y a pas une heure ou une période où il n'y a pas des avancées, des reculs, des pas de côté. C'est rendu presque un rodéo là, parlementaire. Et encore là, on pourra commenter un petit peu plus tard, mais tout ce qui s'en vient devant nous génère beaucoup d'incertitudes. Et quand je parle, moi, des Britanniques, et je leur demande un peu comment ils se sentent dans tout ça, bien, ils disent il y aura eu les Britanniques, la Grande-Bretagne avant le Brexit et celui après. Donc, et on parle d'années de devoir gérer potentiellement les conséquences de tout ça. L'autre grand défi que j'ai là-bas, c'est d'apprendre les règlements pour le rugby. Vous savez, c'est une passion. C'est une passion incroyable. Puis encore là, c'est révélateur un peu de ce qu'on a à analyser comme situation dans le politico-économique là-bas. Le fait qu'il y a des nations présentes dans des championnats du monde, comme le Pays de Galles,
l'Écosse, puis les Britanniques qui s'affrontent dans les championnats du monde à l'intérieur du même grand pays. Ça vous donne un peu, ça vous évoque un peu la complexité des relations là-bas entre les différentes nations. Et ça ajoute un peu au niveau de compréhension qui, en tout cas, moi, m'aide beaucoup à discerner ça. Mais le sport britannique maintenant, le plus populaire, ben, il se passe au Parlement. Et ça tient les gens très occupés à tous les jours. Et qu'est-ce qu'on dit du rugby, que c'est un sport de... Un sport de brut. Joué par des gentlemen. Et que le football, le soccer, c'est le contraire. C'est ça. Ouais. Donc... Et c'est même dit d'une façon un peu péjorative pour les gens qui jouent au foot, qu'on appelle chez nous le soccer. Là, ouais. Mais oui, c'est un sport de brut qui s'est joué avec des gentlemen. Alors, profitez bien de votre séjour à Québec parce qu'il y a des joueuses, entre autres, de rugby à l'Université Laval qui sont parmi les meilleures au Canada et que le Canada est parmi une des meilleures équipes féminines Absolument. au monde. Les femmes sont fans de rugby en Angleterre et ici sont reconnues pour être sur la place mondiale, je le sais. Parfait. Donc, ouais. Monsieur Deslauriers, vous êtes déjà présent. Votre firme Infodab est déjà très active sur le marché britannique. Vous avez une pénétration très importante. Comment ça se passe pour vous maintenant? Vous perdez le sommeil ou pas encore? Non, on ne perd pas le sommeil. Je dirais à la blague, on keep calm and Brexit. C'est ce qu'on regarde les choses passer. On s'y intéresse, évidemment. On a un bureau aussi qui est en Hollande. Donc, on a du personnel européen qui doit traverser l'autre côté, qui prend le bateau avec nos voitures, des équipements, vont faire du déploiement là-bas en Angleterre. On est actif sur le marché là-bas depuis 2005. En bref, là, ce qu'on fait, on fait des systèmes qui comptent les passagers dans les trains et les systèmes d'autobus, tout ça dans le transport en commun. On a presque 50% des opérateurs de trains en Angleterre qui ont des systèmes, une espèce de capteurs optiques qu'on a développés ici à Québec. Alors, on a travaillé avec ça. On a des échanges à faire, on a des choses à prévoir, on a des contrats en cours, on a des contrats qui peuvent avoir des pénalités. On n'a pas négocié des pénalités. Évidemment, avec le Brexit, il y a 5 ans quand on a signé, ou quelque chose comme ça, ou 3-4 ans. Alors, il y a toutes sortes de choses. Il faut qu'on se repositionne, on voit ça aller. On se dit un peu, on veut protéger nos acquis, on regarde ça aller, et puis on regarde les opportunités que ça va créer. Ça va créer des nouvelles opportunités d'un côté ou de l'autre. C'est ça qu'on essaie de conserver. Et on se parle plusieurs fois par semaine de ces temps-ci pour dire qu'est-ce qu'on fait. On a du matériel qui est en ce moment en Europe. Est-ce qu'on le transfère la semaine prochaine au UK tout de suite? On en profite là, pendant qu'il n'y a pas de tarifs douaniers. L'autre chose, c'est quand ça va arriver, prévoir 2-3 semaines de délai aux douanes, par exemple. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut vraiment commencer à se préparer d'avance. Les taux de change, on suit beaucoup les taux de change. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, est-ce qu'on se prend des contrats de change avec notre banque? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut jouer un peu, protéger nos marges sans vouloir nécessairement faire l'appât du gain là, de ça un peu. Mais ce que je pensais, c'est que si le Brexit est dur, il va y avoir un effet peut-être négatif sur le pound, je penserais. Mais si le Brexit est retardé, ça va continuer à peu près à ce que c'est là. Il a monté dernièrement, là, dans les dernières semaines. Il a remonté après avoir fait une baisse assez spectaculaire cet été pour nous autres. Alors, faut être patient là-dedans. Nous autres, on voit ça comme entrepreneurs plus comme quelque chose de politico-légal, qu'il y a un débat politico-légal qui se passe là-bas. Et puis, je vous dirais, on n'en parle pas avec nos clients vraiment. C'est un peu un mot tabou, un petit peu genre Val-de-Mort. On n'en parle pas trop. On se dit juste, qu'est-ce qui va arriver? On a eu des sondages, Siemens ou d'autres comme ça nous ont demandé de se préparer au Brexit puis de regarder ça, mais sans faire trop de suivi parce que pour eux autres aussi, ça change beaucoup. Alors, ça fait partie d'une mouvance. Évidemment, tout notre chiffre d'affaires n'est pas avec l'Angleterre, mais c'est une partie importante, surtout pour les prochaines années. On se demande aussi, est-ce que des gros projets vont être retardés? Est-ce que des gros projets gouvernementaux vont être retardés dans le transport en commun? Parce qu'il y aurait des pertes, des choses comme ça. Alors, il y a des incertitudes, c'est un fait. Puis, il faut essayer de réagir par rapport à ça, se tenir un peu au courant. Mais même si on se tenait au courant en se levant ce matin, ça a changé ce midi. Alors,
Alors, je vois que vous étiez déjà à InfoDev en 1999. Vous avez vécu le bug de l'an 2000 déjà. Oui, oui. Pouvez-vous comparer ça en termes d'anxiété ou c'est pas... Le bug de l'an 2000, ça n'a pas créé beaucoup d'anxiété, là, je vais vous dire. C'est que la seule anxiété qu'on a eue, c'est de dire, zut, on a perdu une opportunité de faire croire qu'il y aurait des problèmes. Des clients. Oui. Mais ça m'a permis de... À ce moment-là, il y avait un compétiteur qui l'avait fait, et puis moi, ça m'a permis de démontrer aux clients que non, il n'y aura aucun problème. Fait que finalement, j'ai ramassé... c'est lui qui a fait trop un effet de feu. Fait que ça m'a aidé, dans un sens. Mais ça peut être... Effectivement, ça peut être un effet comme ça, parce que... les business veulent continuer. On a des projets en cours, on a des choses en cours, que Brexit ou pas, il va falloir qu'on se débrouille pour le faire. Alors, ce qui inquiète plus, c'est mes gens qui sont en Europe. Eux autres sont plus inquiétés que nous autres au Canada. Okay? Dans le sens que demain matin, ils traversaient toutes les semaines, ils prenaient le bateau, ils traversaient l'autre bord, ils arrivaient, sortaient, Union européenne, ça passait vite aux douanes en sortant du bateau. Là, on peut prévoir des grandes filets. Okay. Et puis des papiers, puis des choses, puis qu'est-ce que vous apportez? Nous autres, on apportait nos outils, on apportait nos équipements. Là, ça va devenir un peu comme quand on va aux États-Unis. Il peut y avoir des complexités douanières là. Alors, ça va être beaucoup les Européens, je penserais, qui vont avoir un impact. Puis ils vont pas aimer ça. Ils vont trouver ça vraiment déplaisant, eux autres, d'avoir à vivre ça. Qui, en ce moment, ils ont beaucoup plus de liberté d'action. Nous autres, ben, ça revient... Quand on arrive là-bas, à Heathrow, peut-être qu'il y aura notre allée qui va avoir été en partie donnée à partie EU pour rentrer. Puis, on s'attend à des délais de vraiment beaucoup d'heures, à moins qu'ils vont mettre du personnel. J'espère qu'ils ne sont pas comme à Québec avec du manque trop de main-d'œuvre. Il va falloir qu'ils mettent là-bas des douaniers. Mais ça va être. Mais les Anglais, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours. On fait des projets avec eux autres, puis. Quand même qu'on planifie tout assez très bien sur papier, on peut faire des choses, mais ils se réajustent. On se réaligne. On trouve une solution commune. On peut discuter avec eux autres. Ils sont bien discutables. Ils vont comprendre. On va travailler ça en équipe avec eux autres. Je pense que ça, c'est... il y a une mentalité qui nous ressemble quand même pas mal. Puis je leur dis, quand je vais les voir, qu'on est plus proche de chez eux qu'on est de Vancouver. C'est très proche, l'Angleterre. Ensuite, on a la même reine sur la monnaie. Ça les rassure un peu, quand même. Alors, sont pas très rigides comme on peut voir dans d'autres endroits en Europe. Ils sont un peu plus flexibles puis ils vont être compréhensifs. Donc, on va se donner un coup de main, comment on peut s'organiser. Il va y avoir beaucoup de la collaboration qui va aider à passer à travers de ça. Puis, je pense que ça va être c'est comme ça qu'on va continuer à avancer dans les projets. Mais le pound peut nous impacter pas mal sur les marges de profit, effectivement. Dépendamment comment il va jouer, parce que nous, on leur vend en pound pour les rassurer. Et puis, c'est nous autres qui est stressés avec ça. Okay. Monsieur Desrosiers, vous parliez donc de votre présence déjà d'une implantation sur le continent, comme on dit là-bas. Monsieur Côté, est-ce que vous avez, sans divulguer de grands secrets, mais des sociétés québécoises qui se posent le même genre de questions en disant nous, on est vraiment très présents dans l'Union européenne the rest of EU, comme on dirait, à partir d'après-Brexit, et qui sont intéressés à s'établir davantage aussi à Londres. Est-ce que vous avez déjà des signaux, vous avez eu depuis que vous êtes arrivé, de sociétés qui prévoient le coup? C'est de la gestion de risque. Les grandes sociétés qui sont déjà installées en Angleterre, CGI, Banque nationale, SNC-Lavalin, WSP, même que ceux-là, sont en gestion de risque. Donc, eux, il n'y a pas question de reconsidérer leur position. Ils ont des clients, les business vont bien. Il ne faut pas oublier que l'économie britannique est une des top 10 là, au niveau du monde. Là. Elle est très productive. Elle est très innovatrice aussi. Là. Moi, ce qui me surprend le plus là-bas, c'est les dépenses en R&D. On est vraiment dans une société qui est extrêmement en évolution technologique. Juste en démarrage d'entreprise, Londres est en train de dépasser la Mecque des startups, là, qui est Israël, Tel Aviv et tout ça. Il y a beaucoup de capital à Londres, de par son historique, et ça foisonne au niveau du développement technologique. Ça continue, ça ralentit pas. Donc, les gens gèrent les risques. Donc, comme bon gestionnaire de risques, une institution va, sans les nommer, là, vont déplacer des gens de leur bureau de Londres vers Dublin. À ce moment-là, très, très près, c'est pas tellement éloigné. Dublin,
L'Irlande va demeurer dans l'Union européenne. Donc, le fait de déplacer quelques individus là-bas pour s'assurer de garder un pied chaque côté de la clôture, éventuellement en Brexit, dur ou négocié, ils gèrent le risque. Et il y a beaucoup de sociétés britanniques qui font la même chose. Il y a des gens qui mettent des incitatifs pour les attirer, soit à Amsterdam ou en particulier en Hollande. Mais il faut dire que l'Irlande est un naturel d'aller pouvoir prendre des gens puis les déplacer vers... Donc, l'Irlande profite un peu de ça. Et il n'y a pas vraiment d'effet désastreux sur l'Angleterre à ce niveau-là. Ceux qui viennent s'implanter, qui sont en implantation actuellement, on a rencontré des gens de Coveo récemment qui étaient là-bas, qui viennent d'ouvrir un bureau, qui sont en recrutement à Londres pour s'implanter. Il y a la difficulté d'avoir un peu de main-d'œuvre là-bas aussi. Mais à la fin, il n'y a pas d'enjeu, les clients sont là, donc il n'y a pas vraiment de drame socio-économique. Je pense que c'est comme un nuage qui ne disparaît pas, là. Puis l'incertitude, à la longue, va avoir un effet. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grande communauté qui dit d'être mouvant. Puis c'est ce qu'on entend beaucoup de la bouche de certains politiciens. Alors que d'autres, puis c'est là que les nations ont beaucoup d'impact sur le côté politique des choses, que ce soit les Écossais ou l'Irlande du Nord, juste à penser le respect des ententes du vendredi saint avec l'Irlande est une préoccupation qui devient surestimée pour plusieurs, mais ça fait partie de l'environnement depuis tellement longtemps que les gens ne veulent pas réveiller non plus ou faire lever la poussière sur des choses qui finalement vont bien. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas d'impact immédiat. Et on est en gestion de risque. Et je vous dirais que les Anglais, là-dessus, comme disait Pierre, sont extrêmement pragmatiques. Mais ils ont comme hâte de passer à l'autre étape, là. Puis, si c'est celle-là du Brexit, ils souhaitent que ce soit négocié, je pense. Et après ça, on recommence comme économie très forte, innovante, à se démarquer dans le monde. Et c'est là que je pense qu'ils vont trouver tout leur sens bientôt, on l'espère. On peut peut-être penser aux questions de la salle ou aux commentaires dans une minute avant le point que j'aimerais faire. Peut-être que Mme Dreyer va vouloir nous parler un peu plus tard cet après-midi, ce midi, du potentiel d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce qu'on entend le mot Canada Minus. Ça nous interroge, ça nous interpelle un peu ici, le Canada Minus. Mais, par exemple, dans le domaine des gens d'affaires, on peut imaginer qu'on aura besoin de négocier un accord de libre-échange Canada-Grande-Bretagne. Je sais que j'ai eu un appel ce week-end d'un journaliste déjà qui me demandait mon avis là-dessus. Mais le fait, vous devrez donc, comme gens d'affaires, faire des revendications. Enfin, il y a déjà un accord un peu modèle, j'imagine, avec l'AECG, Canada et l'Union européenne. Est-ce que vous entendez des commentaires à l'effet que ce soit la même chose, mais appliquée à Londres? Qu'est-ce que vous entendez là-dessus? Moi, je pense que ce qu'on vit là, un peu, je vais le comparer à ce qu'on a eu avec la négociation du traité de libre-échange il y a 6 mois à peu près, ou 1 an, cette période-là. On était stressés comme ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est un même genre de choses qui se passent. Il y a des choses qui vont se discuter. Nous autres, comme entrepreneurs, on ne peut pas influencer ces grands courants-là. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? On a vu le protectionnisme aussi avec le Buy America Act qui continue à prendre beaucoup de la place, qui est rendu maintenant avec un contenu qui s'en vient sur 75 %. On n'a pas bien le choix. Si on veut continuer à faire des affaires avec certains de nos clients américains, il faut ouvrir quelque chose aux États-Unis. C'est un peu la même chose. On est en train, nous autres, de regarder à Derby, qui est la ville qui est là, qui a le plus d'opérations au niveau ferroviaire, où est Bombardier et les autres. On avait déjà des négociations, des discussions pour ouvrir éventuellement un petit bureau là. Peut-être que ça va nous forcer, tout comme le Buy America Act nous force à aller de l'autre côté. Faut qu'on... à la fois, on veut des échanges internationaux, puis de l'autre côté, bien, il y a des barrières qui se mettent, puis il faut qu'on réagisse en se repositionnant là, à travers ça. Il est certain que au lendemain d'un Brexit négocié, il y a du temps. Le AECG va continuer de s'appliquer jusqu'en décembre 2020.
Là, à ce moment-là, il va y avoir des discussions qui vont être entreprises pour après. Dans un contexte négocié, tout est possible et très positif. De fait, les Britanniques sont très libre-échangistes. Ils croient au free trade. Ça fait partie de leur nature. Fait que là-dessus, dans le cas d'un Brexit négocié, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Dans le cas d'un Brexit dur, une sortie un peu particulière là, de l'échange de la ECG, le lendemain, tous les tarifs et les quotas deviennent ouverts à tous les pays du monde. Donc, nos importations canadiennes et québécoises vont se faire compétitionner. Donc, ça, c'est pas le meilleur scénario pour nous. Et le fait qu'ils sont très occupés à planifier toutes ces options-là, nos amis britanniques sont débordés. Là. Le département du Trade International, le DIT, là, sont passés de 50 personnes il y a 2 ans, sont rendus 500. Parce qu'il faut falloir qu'ils se mettent à négocier des ententes de libre-échange à la sortie du ACG. Donc, il fallait qu'ils fassent beaucoup d'acquisitions de talents et de compétences pour se préparer à des négociations. Et c'est pas simple de faire des grandes ententes. Ça a pris 8 ans pour négocier la ECG. L'ancien premier ministre, M. Johnson, nous entretenait là-dessus hier. Il nous a dit que ça a pris 8 ans et demi. Donc, de penser que le lendemain matin, les États-Unis vont avoir une entente de libre-échange et que tout ça, c'est pas simple. Donc, tout ce qui est négocié va être dans le meilleur intérêt, je pense, du Canada et du Québec versus les ententes non négociées. Et l'avenir nous le dira, là, mais c'est le souhait qu'on a. Là. Bien que le travail déjà fait par la ECG, il y a déjà un volume de travail là fait. Le président Trump a dit que les Américains auraient le premier accord de libre-échange de la Grande-Bretagne. Mais il y a peut-être un peu plus de travail pour eux à faire. Bien, c'est pas demain la veille, mais encore là, il y a une intention de deux politiciens là, qui s'affirment là-dessus. Mais quand on parle aux gens sur le terrain, qu'on les rencontre pour se tenir au courant, c'est pas demain la veille que tu vas avoir une entente négociée parce que vous savez, une assiette de concession, quand on fait des ententes de libre-échange, on veut s'en garder parce qu'il y a d'autres pays aussi. Fait que si, dépendant des secteurs prioritaires pour chacun des pays, l'assiette de concession est vide au lendemain d'une négociation bilatérale, tu fais quoi après? Là? Fait que les grands, ceux qui pensent beaucoup à des ententes de libre-échange, c'est des gens qui travaillent pour l'État. Donc, ils ont à cœur de protéger les entrepreneurs, les secteurs agroalimentaires et tout ça. Au-delà de ce qui est dit politiquement, il y a un travail là-dessus qui est fait et c'est pas simple. C'est complexe. On ne parlera pas de la Beauce, là, parce que c'est déjà, il y a des considérations politiques partisanes. Mais est-ce qu'il y aurait un commentaire ou une question de la salle, peut-être pour terminer en quelques minutes qui nous restent? Des soucis particuliers, des souhaits? Des demandes auprès du délégué général sur... Non, vous ne faites pas de visa, vous n'avez pas de... Il ne faut pas appeler les consuls. C'est bon? On est à peu près dans le temps? Oui. Alors donc, merci à vous deux. Beaucoup. Je pense que vous nous avez donné une belle perspective. On souhaite bonne chance à M. Côté avec ses contacts avec le Department for Exiting the EU. Il y a un ministère qui s'appelle comme ça à Londres. C'est assez incroyable. Et puis, M. Deslauriers, bonne chance dans votre entreprise et puis sous ce grand nuage où on a des très bons parapluies, évidemment, en Angleterre. Donc, bon courage et bonne chance. Merci. Alors, pour continuer, j'aimerais présenter à nouveau M. Guimont, qui va vous introduire notre conférencière principale, Mme Iana Dreyer. Alors, M. Guimont, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis ici pour présenter notre conférencière principale, Mme Iana Dreyer, qui est la fondatrice et directrice de Bordelex.eu, organe de presse en ligne créé en 2014 et qui est une ressource vraiment incontournable sur la politique commerciale européenne. Spécialisée en commerce international et en énergie, Iana Dreyer a préalablement travaillé dans plusieurs think tanks à Bruxelles, à Paris, notamment le European Center for International Political Economy, l'Institut Montaigne, et la European Institute for Security Studies.
Il a aussi collaboré avec le groupe du Financial Times comme journaliste. Elle est diplômée de la London School of Economics et de Sciences Po Paris. Franco-allemande, elle vit entre Bruxelles, Paris et Londres, c'est-à-dire dans l'Eurostar, si vous voulez la rejoindre. Elle s'exprimera en anglais pour son intervention, mais elle nous a indiqué qu'elle serait très heureuse de prendre des questions en français par la suite. Donc, Mme Dreyer, s'il vous plaît. Bonjour, je suis très honorée d'être ici, d'être à Québec et d'être invitée par Québec International. Merci de l'accueil de l'Université de Laval. Très heureuse d'échanger sur le Brexit. Je vais prendre la question sous l'angle de la politique commerciale et je vais passer à l'anglais parce qu'effectivement, on parle de la Grande-Bretagne. After all. So let's switch to English and we may switch back to French in the Q&A session if you wish so. What next for Brexit? I'll go through some of the basics and then focus a little bit on what could be the long-term outcome of the process, which we're everyone watching. It's quite riveting what's happening in the House of Commons at the moment. Nobody knows what's really going to happen. So let's look beyond that and try to see a bit through the fog, and look forward a little bit to the future UK trade policy. So Borderlex is a specialist news website on European trade policy. We are a London. I'm what Pascal Lamy, the former Director General of the World Trade Organization, when speaking about the EU and Brexit, he says the EU was about making an omelette together. And then Brexit is trying to undo that omelette, separate the eggs. And I feel like I'm myself an omelette. A European omelette. I'm dual French-German by nationality. My company is British. Because of all these past, residence issues, I didn't want to deal with the Home Office, so I put my personal residence back in France. I'm keeping Borderlex in Britain for a variety of reasons, including that the investor is British. This issue is also almost physically even important for myself. But let's talk about Brexit. To deal, no deal, or what? So the deal that was reached just a few days ago on 17th October, just go through the basics. It has two pillars. One is the withdrawal agreement, which is just about an orderly exit of the UK out of the EU. Its main contents is basically a transition period where everything says the same. The UK stays in the EU's legal order, except in the institutions, and has no longer any decision-making power. That transition period may be extended to 2022, and the aim of this transition period is to allow time for a new agreement on a future relationship to be negotiated. There is also a specific protocol on Northern Ireland, because the whole Brexit issue has brought to the fore the issue of how to maintain the Good Friday Agreement of 1998. The negotiators came up with something pretty unique, which customs experts, which I'm not a customs expert, but I talk to a lot of customs experts, are wondering what this will be. It's a sort of dual customs system. The aim is to keep Northern Ireland in the EU customs union, at the same time to keep it in the UK and allow it to benefit also from any future trade agreement. That protocol has become permanent, which is not something is considered also the potential future. And it used to be a backstop and only an insurance policy. That's interesting as a development. And then I find it important to read this withdrawal agreement in tandem with the political declaration that was agreed as well and was revised. Political declaration is not legally binding. It is, as its title says, political, but it gives a bit the direction of travel that both the EU and the UK see, and also explains some of the terms of the withdrawal agreement. And that, and in terms of trade policy,
what was agreed, and that's also much sharper than the first version of the withdrawal agreement, the political agreement. The tendency is to go to a sort of plain vanilla free trade agreement with little extras. So it was mentioned, Canada is often mentioned here, poor Canadians. So that to see that CETA could be a model for that relationship. So that's what was agreed. I will not go through the whole current chronology. It's not something that was necessarily preordained. That's something that I wanted to highlight, and that probably explains why Brexit is so contentious, because there was this vote in June 2016. It was just a yes and no, very vague vote on leaving the EU. But then what kind of Brexit do you want? There's different ways of dealing with it. So it is Theresa May who interpreted and talked to God, interpreted the outcome, focusing obviously on what the main motives was in the campaign, put an end to free movement, one of the core 4 freedoms of the EU single market. Remove the UK from the orbit of the European Court of Justice, and have an independent trade policy. So you need to be out of the customs union. So that policy in the Tory party and government has become sharper and sharper with time, but it is not something that is necessarily a consensus in the British polity yet. That's a bit what I wanted to highlight. And I'll focus on that because maybe in the future there might be new developments, and it's good to have that in mind. The whole issue of the future relationship between the UK and the EU is what's going to be that relationship with the single market. The EU single market is the most integrated economic area ever in history, compared with any others. The 4 freedoms are an extremely powerful tool to integrate the economies in the societies, and we're creating this omelette. And indeed, I mean, it's still imperfect, and that's what many proponents of leaving the EU said, yeah, but the single market in services is not working. Thing is, it's still the best system you have in terms of market access in the world. So it's all about how far you will diverge from the single market. Thank you. And more freedom you get, but also how much you lose then commensurately in terms of access, sort of quasi-seamless access to the rest of the EU. There was a long discussion about different models. So you can be in the single market, but not in the customs union. It's a bit what Norway, I think there's a representative of Norway here. You can be in a customs union with the EU and not in the single market. That's what Turkey does. You can have something, you can have an FTA plus selective alignment, sort of unilateral alignment supervised by the ECJ with the EU. That's a bit the model that Ukraine has taken on in its DCFTA. And then the further away you go, you can have a plain vanilla FTA, but you practically don't have the advantages of no single market treatment at all. And you have a no-deal Brexit, which is just trading on MFN terms in the WTO. Clearly, that's the maximum freedom option for Britain, but it's the least advantageous in terms of market access. I think it's also good to highlight a little bit the fact that the political landscape in Britain is split. I will not go into this, but maybe highlight 2 facts that there is I don't know the long-term effects of this. I find the Tory governments have radicalized a bit their views on this, and if it's not going to have if there's not in the longer term, if we're not going to have some form of backlash. For example, Labour, the Labour Party tends to be supportive of being in a customs union with the EU, and the customs union discussion has come up again over the weekend, so it's not dead. The Lib Dems have said we're going to revoke Brexit. I don't think the Lib Dems will win, but
we might end up at some point with something different than envisaged by this current government because of lack of consensus on what the future relationship should be. As for the EU side, its position, both in the withdrawal agreement and also in the political declaration, it's, first of all, it wants to preserve its order. The 4 freedoms are indivisible from the EU side, so there was clear consensus that there will be no special treatment of the UK here. Maintain the EU political unity. I think it's overly exaggerated, but that's a discourse you hear a lot, that the UK will want to divide and rule. They haven't managed, and I think it's simply because most other member states see the advantage and see the strategic advantage of preserving the single market over the relationship with Britain. Preserve the Good Friday Agreement, that's extremely important. Then there's the issue of the level playing field, the fear of seeing deregulated British economy just next door. So try to obtain guarantees that basic standards on environment and labor and social will be maintained. At the same time, there is a real desire to have a good relationship with the UK going forward for a host of political reasons and also economic reasons, and also increasingly for security reasons. I'm not going to go into the current geopolitical context, but it does matter. It's good to highlight again also what just basic data on UK trade. It's a big chunk of the EU economy that's leaving there. It's quite important. But the UK trade is also in that EU omelette. It exports petroleum, but also autos, pharmaceuticals, machineries, sort of supply chain dependent industries that depend on it's an integrated production process across a channel. Then it's a strong exporter of services, and it's not only financial services, the whole business services sector that is extremely important, that will likely be affected. And whatever happens, the EU will remain the single most important trading partner for Britain going forward. So this is a backdrop that explains all these pushing, and the dilemmas that Brexit raises. So please look at my time. Where am I going to talk about something that is maybe less present in the media? Given that we're going toward this FTA type of relationship in principle, how has the government prepared for all this? First of all, there's been legislation that has been started to be rolled out. There's a customs and tax bill, and that is enacted. It gives obviously Britain the authority to set customs duties and collect them. There's a trade bill that is not in force yet that aims to establish a trade remedies authority and gives actually the government the authority to renegotiate about 70 existing free trade agreements or preferential trade agreements that the EU has renegotiated. So to keep those trade flows alive as much as possible. The UK has actually acted already without having the legal basis for it. There is generally also not yet any broader legal framework for trade policy. We don't know what's the role of the Parliament in future. We don't know how consultation with stakeholders is going to be organized. Right now, it's all very ad hoc, but that's also something that is important to have a stable, predictable trade policy. And we're not there yet. The UK has also started establishing itself as a non-EU member in the World Trade Organization. It's already a member, but it's not a member, for example, of the Government Procurement Agreement, this plurilateral agreement that is quite important for advanced economies. So
in principle, it will join 1 month after it leaves the EU. There is a whole issue of certifying its GATT schedule, sort of to have a internationally legally stabilized MFN schedule. That process is ongoing, but there's a lot of uncertainty about the split of tariff rate quotas, and that matters also for Canadian exporters, for example, of meat and things like that. So that process is I haven't heard much about it at the moment, but it's not an easy one. So it's going to take time for Britain to have actually a stabilized relationship with the rest of the WTO. It doesn't matter much in practice, but it does matter the moment you start negotiating with someone or wanting to ask someone for a favor. And then they'll come back to you, about that quota, share it, that kind of stuff. It's the same for the GATT schedule. It's also, it's still unclear what will happen precisely. There's also been preparations for a no deal, disorderly withdrawal, crashing out. So that was mentioned already by the gentleman earlier. There is a provisional 1-year renewable MFN customs schedule, 0 tariffs across the board, except in 26 sectors with tariffs or quotas being maintained. And there has been, that's the task of the DIT that was already cited earlier, is to try to sign continuity agreements with all these FTA partners, because that's very important to know. After Brexit, and even if there's a withdrawal agreement, the UK will be obliged to apply the FTA, it's the EU side of a free trade agreement with Canada, for example, but the counterpart is not obliged to reciprocate. That hinges on a sort of an agreement written somewhere in a footnote in the withdrawal agreement that once the withdrawal agreement is ratified or close to being ratified, the EU will send letters to all these third countries saying, please treat the UK as if it's still the EU and be nice to the UK. And so what's interesting is that, the UK has been quite successful with many emerging markets, but it's rather generally smaller economies. There is a small agreement with the not unimportant trading partners, Norway and Switzerland, but it's much thinner. The continuity elements are much thinner than the quasi-single market relation, or depends if you talk to Switzerland or Norway, but there's still going to be a loss of business. And then Japan has already said, in case of no deal, we will not replicate the existing Japan-EU free trade agreement that is in force since February. They already said no. Canada, we have no news of Canada. I suppose, we have heard from Canada that in case of no deal, they will not replicate CETA. The reasons were given by the gentleman earlier. In terms of during the transition period, would be surprised that Canada responds negatively to a request by the EU to be nice to Britain for 2 years or 4 years. That's where we are. So still you feel that it's still early days, a lot of uncertainty. What does it mean to have a 1-year MFN schedule like that? Once you have a trade agreement, what do you do after that? What is this? You sign your free trade agreements with others, but then do you increase the MFN tariffs again, or what? So it's a lot of uncertainty still ahead. In terms of the FTA between the EU and the United Kingdom, I'm just giving the main elements that were described in the political declaration. So it really is a standard advanced free trade agreement of the type that the EU and Canada signed with CETA, indeed. It will have its own specificities, of course. There is a commitment to full duty-free quota-free goods trade, on technical barriers and sanitary standards, to have a lot of regulatory cooperation and to have standards that are GATT plus, that is how it's said in the jargon, so WTO plus.
Services, the political declaration focuses on, openness in these specific sectors: professional and business services, telecommunications, courier and postal services, distribution, environmental services, transport services, and the issue of the temporary movement of professional mode 4, which is something that businesses constantly raise and that is recognized as an issue that needs high priority. Ambitious customs arrangements on public procurement, also important that it's the government procurement agreement that is a baseline, not the current level of integration in the EU. Financial services, the aim is to go the unilateral path. So it's unilateral recognition that this product is, the standards by which this or that product is serviced is equivalent to the EU, so you can serve on the EU market. So it's basically the current EU regime for the US or other countries. In digital, same path. They want to have an e-commerce chapter on these kind of things, but it's more sort of current WTO or FTA practice, not the kind of very smooth system you have within the EU. And on data flows and data protection, data privacy, they aim for a mutual sort of unilateral, but do it both sides, recognition of each other's privacy standards. That's extremely important in terms of market access and being able to shift data across borders. Competition chapters, subsidies, antitrust, state-owned enterprises, sensitive with labor in particular, and generally a commitment to high labor and environmental standards. So this is indeed much less than the single market. Still good in terms of international FTA standard. What's the UK trade strategy outside the EU? I mean, obviously, it's going to be obsessed. The UK is going to be obsessed with the EU and with the future negotiations for years. I'm going to go back to that. But the whole point for many Brexit proponents was that they would finally be able to strike their own independent free trade agreements with big friends. So in 2006, everyone was saying, we're going to do India, we're going to do China. The EU was not able to do an agreement, so we're going to do it. Reality has bitten. But now they're left with high priority, an FTA with the United States post-Brexit. They want to start very early. I mean, they're already scoping. And negotiate an agreement with Australia and New Zealand. And that would be taking the current negotiations between the EU and New Zealand further and finalize them in their own ways further down the line. That's it. So there is not much of a broader trade strategy there yet. Expect this focus on the United States. All I can say, in terms of concluding remarks, is that whatever happens, even if Brexit is cancelled, which I don't think is now at this stage is likely, but who knows? I think this is the end of the UK, is its position as a privileged entry point to the EU single market for global investors. That's the position it has had as being a business-friendly place to do business, English-speaking, and from there you could spread into the rest of the EU. I think that is over, because now everyone recognizes a big political risk on the one hand, and then if you're out of the single market, you lose that privileged position. The 31st of October exit date, it's already a result of a delay. I think it's pretty unlikely that they will leave on the 31st of October. It looks, but again, we're always with caveats, and it looks like there's going to be another extension. The letter was sent by Johnson, even if not signed, but it's been taken seriously in the EU. And this broad sentiment in the EU is that we're going to give them that extension until they sort themselves out. Obviously, France and Germany will be disputing over the length and the conditions, but fundamentally, I would be very surprised if it's going to be a Halloween Brexit. And also, no immediate no deal. It looks like the UK Parliament has had one
role in this rodeo that was mentioned is to stop the no deal option. And I think they've been pretty successful there. The problem with the UK Parliament is that it is not in a position to give a further way forward on the vision or what we are, but they know what they don't want. And again, because of this continued political uncertainty, I do think the policy direction, the long-term policy direction may get changed. First of all, any agreement with the United States will largely be determined by what was agreed with the EU, because obviously the US has some specific requests on food standards and intellectual property in pharma and that kind of stuff. That could negatively affect relation. If the UK just signs on to that stuff, that could negatively affect the deal with the EU, etc. So there is a back and forth in that relationship, and it's going to be an interesting football game here. Then there is also the domestic politics. I mean, I was surprised to see the customs union discussion emerge again over the weekend. We don't know. Maybe it will end there. But this is something, of course, that for the automobile industry is just an issue of survival. It's about, will they have any factories there or not? I mean, they might have an activity, but it's the end of the supply chain system as we know it. So, and a customs union would not make trade that frictionless anymore, but it would help. Yes, and I think that's where I'm gonna stop for now and take questions in French, if you want. Ça va être assez extraordinaire. Et la question n'est pas claire de quelle relation le Royaume-Uni veut avoir. Il est clair, l'industrie britannique elle-même, ne demande qu'une chose, de rester alignée. Donc la Cour de justice européenne, l'adoption unilatérale de tous ces standards européens, ça ne pose aucun problème à l'industrie. Sur les données, j'ai l'impression qu'il y a il y a une ambivalence. D'un côté, on veut surtout pas perdre l'accès à ce marché, mais on voit de l'opportunité d'avoir un régime un peu peut-être plus flexible ou libéral que le GDPR. Donc, c'est à voir ce qui se passe là-dessus. Non, mais c'est clair. Indirectement, il faut regarder le protocole sur l'Irlande du Nord, parce que là, il y a effectivement une liste dont la longueur m'a presque surprise de régulation et de directives européennes sur les standards dans, par exemple, l'automobile ou la machine-outil, où en fait les standards s'appliquent toujours, même au Royaume-Uni en entier. Donc, il y aura peut-être un alignement indirect, justement sous couvert de préserver cette histoire, l'Irlande du Nord. Il faut regarder ça de plus près. Il faut être un technicien plus que moi. J'ai été finalement assez frappée par la longueur de cette liste, qui effectivement, donc voilà, ceux qui sont dans l'automobile ou la machine-outil et l'électrique, je les invite à regarder. Pareil, c'est une déclaration politique, mais bon, c'est important. J'ai deux choses à dire. Bon, là, vous posez des questions un peu plus politiques. Donc, j'ai dû apprendre à lire la politique dans mon job, mais en même temps, c'est une opinion plus personnelle aussi. Mais bon, pour l'Union européenne, la question de négocier en bonne foi ou pas, je connais l'Union européenne en tant que négociateur dans les politiques commerciales. Donc là, peut-être des choses à dire. Donc, d'une part, la question de la mauvaise foi ou bonne foi, je pense, ça dépend de ce qu'on en interprète par là. Je ne pense pas que c'est que donner des leçons. Je pense que la vision est extrêmement technocratique. L'Union européenne, c'est une usine à juridique. Et elle fonctionne par précédent. Donc, en fait, elle a une vision très technocratique de la question. C'est donc, d'accord, ok, tu nous dis que tu ne veux plus être dans l'union douanière. Donc, légalement, ça veut dire ça, ça, ça. Tu nous dis que tu veux end the free movement. Pour nous, c'est important de ne pas mettre en question
l'unité du service du marché unique. Donc, ça veut dire tu sors des 3 autres. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'est Theresa May qui avait tout de suite déjà arrêté tout de suite d'essayer d'avoir le cake and eat it sur cette question-là. Elle a tout de suite dit, bon, on veut arrêter free movement. Déjà, on prend acte des conséquences. Ils savent très bien, c'est qu'il y a quand même une énorme asymétrie. Et en termes de mauvaise foi, je pense que l'Union européenne veut vraiment cet accord. Enfin, quand on regarde ce protocole d'Irlande du Nord, franchement, c'est un cadeau. Il y a quand même une énorme concession. Il y a un risque énorme en termes de porosité la frontière de l'Union européenne. Ils ont accepté ce risque. C'est pas bon. Commercialement, l'Irlande du Nord, c'est pas rien, mais voilà, au nom de la paix, au nom d'un deal, ils ont quand même fait des concessions. Donc, je pense que question de la mauvaise foi, hein, c'est pas et donner des leçons. Non, enfin, mais c'est effectivement la nature de l'Union européenne qui est comme ça. Elle est très technocratique. Voilà. Sur les élections, oui, on va peut-être en avoir. Il faut demander les experts en politique britannique. Je pense qu'on le découvre tous. Moi, j'ai l'impression qu'on va y aller de toute façon vers les élections générales à un moment donné. Mais après, bon, là, c'est mon opinion personnelle, de mon observation empirique du processus électoral. C'est une innovation, oui. Oui. Voilà, c'est la version cake and eat it, mais bon, c'est limité à l'Irlande du Nord. Mais après, ça va donner... Très peu. C'est un sujet... Non, il y a eu des flashs. Il y a eu par le passé des interventions de l'Espagne là-dessus. Après, je n'ai personnellement pas de compétences techniques là-dessus parce que c'est vraiment un peu plus des questions moins de politique commerciale que vraiment de questions de souveraineté entre États. Donc, moi, il me semble que la question est encore assez ouverte sur Gibraltar et qu'elle risque de reparaître à un moment donné. Mais bon, je laisse ça aux experts de ces questions-là parce que ça, c'est un peu loin de mon domaine. C'est ça la question aussi du Brexit, c'est que ça touche à tellement de domaines. Moi, je couvre un domaine énorme, déjà la politique commerciale, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, la fiscalité, Gibraltar, les bases militaires en Chypre. Voilà, c'est extrêmement... Ouais, c'est compliqué et vaste. Ouais, pardon, ne pas être plus satisfaisante. D'une part, le Canada s'est vraiment un peu retiré. C'est un peu retiré. Ils ont dit bon non, on va pas faire continuity agreement. Le CETA, c'est quand même, enfin ce que j'ai compris des exportations canadiennes, c'est quand même à l'Union européenne, c'est quand même le Royaume-Uni le marché d'exportation principal. Donc c'est quand même, ce n'est pas rien. Et le gouvernement a dit non. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine attitude. Bon, on attend un petit peu de voir que la situation se calme. Non, mais ça fait longtemps déjà que c'est comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça. On sait depuis très tôt qu'il n'y aura pas ce continuity agreement. Ça fait un moment qu'on le sait. Il y a eu ce silence sur qu'est-ce qu'on fait pendant la période de transition. Moi, bon, le Canada, j'imagine qu'il va suivre. Il ne va pas faire. Je veux dire, l'Union européenne est quant à mis, donc ils vont continuer le CETA. Voilà. Il faut savoir qu'il n'est pas encore ratifié au Royaume-Uni, mais il est en place de manière provisoire. Voilà. Donc, quelque part, je comprends que le Canada ait pris une attitude plutôt prudente. Et effectivement, vu l'incertitude, quand on y verra un peu plus clair. Mais pour Johnson et Trump, enfin, oh là là, il faut lire l'extrait. Enfin, il y a eu un verbatim de la conférence de presse conjointe entre M. Trump et M. Johnson au G7 à Biarritz. Moi, j'avais l'impression de lire une pièce de théâtre de Beckett. C'est tout ce que je veux dire. Yeah, we're going to do a deal together. Yeah, Johnson, yeah, but we don't actually like
tariffs that much. Voilà, c'était vraiment... And we're going to have a deal one day. Mais après, ils ont évité tous les deux de dire que ça allait aller vite. Donc, ils ont fait en herbe de... C'était le côté les deux machos blonds qui ont parlé à leur audience. Donc, il y a ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne disaient pas. Aussi, l'idée que ça allait aller vite. Même Trump s'est retiré là-dessus. Aussi, sur le NHS, bon, il a dit, bon, we're going to do this thing. Hein? Mais après, oh no, we're not going to disturb your... Voilà, donc... On verra. Mais effectivement, c'est intéressant. Une grande puissance instable avec un pays qui est en train de vivre une crise du déclin. Je pense que c'est partout en Occident, on est dans une phase de déclin et c'est comment on gère. Ces deux-là ensemble, ça va être du spectacle, oui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dreyer. Merci beaucoup, Madame Dreyer. Vous avez très bien réussi à nous éclairer un peu, puis à amener un rayon de soleil et dissiper la brume qui recouvre les portraits géographiques, géoéconomiques, commerciaux, global. Donc, un sujet vraiment très chaud à l'heure actuelle. Alors, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, j'aimerais inviter pour les mots de la fin, Monsieur Patrice Dallaire de l'Université Laval, qui était un des instigateurs et un très bon collaborateur pour l'organisation de cette activité. Vous allez pouvoir m'applaudir davantage parce que le mot de la fin va être très court. Alors, c'est pour vous remercier, nos partenaires de Québec International, naturellement, pour cette belle activité. Votre présence aussi, les panélistes, Madame Dreyer qui est venue de très loin et very cheerful, hein, comme diraient les Britanniques, pour un propos qui a été très éclairant. Et ce que je voudrais signaler avant votre départ, c'est que cette activité-là, vous voyez, elle est enregistrée. Elle va être disponible sur nos sites Internet à l'Université Laval, donc à l'École d'études internationales, mais aussi au niveau du CEPSI et par le biais de nos partenaires, on va faire un hyperlien aussi avec Québec International. Donc, vous pourrez revoir et partager avec d'autres entreprises qui, d'après vous, qui ne pourraient pas être là aujourd'hui, mais qui pourraient profiter des propos très éclairants qu'on a eu aujourd'hui de la part de l'ensemble des participants. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis, pour ceux qui n'ont pas voté, c'est encore temps.